Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elérina et je vais vous parler d'histoire. Mais pas de guerre, pas de politique, pas de sang. Mais j'adore ça. Mais je vais vous parler de la féminité à travers les siècles. Nous allons parler de beauté, de soins, de maquillage, de mode, pour vous en apprendre plus sur l'évolution qu'il y a eu à travers les époques, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons des milliards de tutoriels YouTube sur ces sujets. Donc, il est clair que je vais vous parler des différentes époques, mais aussi de différents pays, parce que je suis spécialisée dans l'âge victorien. Je sais qu'il n'y a pas de vidéo en français à ce sujet. La France, je vais en parler. Mon premier épisode est consacré à la France, bien sûr, mais vous verrez que il y avait des échanges culturels énormes, et notamment à ce sujet, au sujet de la femme. Donc, nous allons commencer. Et si je vous dis Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Nostradamus, à quoi pensez-vous? À la Renaissance, cette période absolument sublime, que ce soit en littérature, dans l'évolution de la médecine, dans l'évolution de la science, dans les arts. Eh bien, pour commencer, et puis pour vous donner un avant-goût des choses extrêmement bizarres qui se passaient à l'époque, nous allons écouter ce que Nostradamus nous disait. Alors, il est un petit peu mytho, je pense, parce que selon lui, une femme de 55 ans pouvait rajeunir et paraître comme une femme ayant 12 ans avec cette méthode. Ouais, très mytho. Donc, sa recette magique était de faire un petit mélange composé de 10 onces de sublimé, de la salive d'un homme qui a, attention, là c'est très important, mangé de l'ail pendant 3 jours. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Et avec des... On rajoutait de ceci des drachmes d'argent. On en faisait une mixture, on posait sur la peau, et magie. Vous pariez, vous auriez semblé avoir 12 ans. Moi j'y crois pas hein, et jamais je le ferai, mais qu'en pensez-vous? Donc c'est pour un petit peu vous montrer qu'il y avait des choses très originales. Notre premier point est aujourd'hui le parfum. Catherine de Médicis, quand elle vient en France, elle importe son parfumeur, qui était Renaco Blanco. Donc c'est pour montrer en fait l'importance qu'avaient les parfums pour l'Italie. Et si le parfum est aussi important en France, c'est grâce notamment à elle. Parce que vous imaginez, on ne fait pas se déplacer quelqu'un juste pour le fun d'Italie en France ou comme ça. Il lui a créé notamment l'eau de la reine. Les reines avaient beaucoup d'autres parfums qui leur étaient propres. Vous le verrez dans un autre épisode. Et donc, pourquoi le parfum était si important en Italie? Parce qu'on faisait venir les épices, etc. d'Orient. Ça arrivait à Venise. Et de là, voilà, le parfum était une institution en Italie et ça s'est propagé en France. Donc Catherine de Médicis raffole du parfum. Sa cousine Marie, c'est grâce à elle en fait qu'il y a eu ce boom. Il était déjà un petit peu présent avec Catherine, mais Marie elle a fait exploser le truc parce que quand elle épouse Henri IV en 1600, comment dire, l'homme a cette réputation de sentir un petit peu un petit peu de façon rustique. Il sent mauvais, comme on dirait aujourd'hui. Et ça lui fait un petit choc parce qu'elle adore notamment la fleur d'oranger. Et quand elle arrive à la cour et quand ton mari sent très mauvais, c'est pas très agréable. Henri IV se parfumait, mais juste pour la cour, c'est avec un mélange d'épices qui était vraiment pas le raffinement qu'aimait Marie. Il se parfumait même pas pour elle, hein, faut pas rêver. Et donc, c'est grâce à Marie qui a cette explosion des parfums en France. Elle a notamment démocratisé le gant parfumé que Louis XIV utilisera beaucoup par la suite. Donc le parfum est un mythe d'abord italien qui se transmet en France grâce aux reines. Mais il y a quelque chose d'autre qu'elles ont apporté avec elles. Le maquillage. Donc on faisait venir d'Orient des fards qui étaient composés de latimoine noir pour en mettre sur les paupières, les cils les cils et les sourcils. J'ai un petit peu bugué, mais on ne faisait pas que ça, on se pinçait aussi les joues, ça nos grands-mères le faisaient, on rougissait les lèvres, ça avec des fruits, le classique, mais aussi les tétons. Oui, les tétons. Perso, c'est pas un truc que je ferais tous les jours, mais
c'était la mode à la Renaissance et on a beaucoup de tableaux notamment qui représentent cet acte de pinçage de tétons. C'est original, oui. La peau, bien sûr, devait être blanche, donc on s'enduisait de talc, bien que les nobles n'étaient pas très bronzés. Ça, c'est une vieille coutume du Moyen-Âge. Pourquoi la peau blanche était vénérée? J'aurais été vénérée à l'époque. Mais parce que quelqu'un qui avait un petit hâle, ça signifiait qu'il était beaucoup au soleil. Donc, qui travaillait en fait dehors. Qui travaille dehors? Les paysans, tout ce qui n'est pas de la noblesse en fait. Donc, ça plaisait pas trop. Donc, les canons de la beauté étaient une peau vraiment très blanche. Tout le contraire d'aujourd'hui. Et voilà au niveau de la peau. Au Moyen-Âge, je fais un petit peu des liens comme ça. C'était sorcellerie que de se maquiller. Mais vous pensez que ça a vraiment changé à la Renaissance? Pas vraiment, en fait. Il y avait cet amalgame qu'on faisait avec cosmétologie, que ce soit soin de la peau, maquillage, et alchimie. L'alchimie qui était quelque chose de très obscur et qui était beaucoup lié à la sorcellerie. Des femmes ont pu se faire condamner, effectivement, pour sorcellerie parce qu'elles pratiquaient certaines choses de l'alchimie. Mais vous allez me dire quel rapport avec entre l'alchimie et la cosmétologie? Eh bien, dans beaucoup de traités d'alchimie, on retrouve des soins de la peau dans certains chapitres. Et puis parce que voilà, il y avait toute... En fait, la féminité était vraiment mystifiée un petit peu. Et ce qui explique ce lien alchimie, cosmétologie, alchimie, sorcellerie. Donc le maquillage était un petit peu... sorcellerie donc. Eh bien si... On est beaucoup à être sorcière de nos jours. Hein. Donc voilà, il y avait ce lien. Marie de Médicis est une descendante de Catherine Sforza, qui était considérée comme l'une des femmes les plus belles. Et en ce qui concerne, par rapport aux écritures et à la cosmétologie, donc vu que j'ai parlé des traités d'alchimie, c'est vrai qu'on a retrouvé certaines recettes de Catherine que Marie avait écrit en manuscrit, mais on n'a jamais retrouvé de manuel complet, le manuel de la Sforza. ça aurait été bien, mais on n'a jamais retrouvé ça. Bien que à l'époque ça se faisait, mais c'était plutôt caché. Donc oui, à l'époque vous pouviez retrouver des livres sur le maquillage, les recettes de soins, mais c'est un petit peu mal vu d'en acheter si vous comprenez pourquoi. Sorcellerie. Donc, je vais vous parler d'une recette qui était franchement charmante et qui a été utilisée après pendant 300 ans et l'autre plutôt dégoûtante. Donc il y avait ce qu'on appelait l'eau d'ange, qui était en fait, c'était un parfum, mais qui était un mélange de fleurs, de diverses fleurs. Alors il y avait de la rose, il y avait il me semble de la fleur d'oranger aussi, enfin c'était vraiment un petit peu, on dirait aujourd'hui une cacophonie d'odeurs. Mais ça a été utilisé pendant 300 ans. Donc c'est pour montrer l'importance de cette eau d'ange. Par contre, niveau soin du visage, j'ai des choses à redire. Vous voyez les pigeons, ces êtres que l'on déteste. Eh bien, ils étaient très appréciés pour les soins du visage. Il y avait ce que l'on nomme l'eau de pigeon, qui permettait d'avoir un teint naturellement frais, naturellement beau. Oui, les pigeons, pensez-y la prochaine fois que vous en verrez un. Donc, l'eau de pigeon, perso, je me serais pas mise ça sur la face. Vous pouvez regarder comment c'est fait, je vais pas vous donner la recette, mais c'est pas ragoûtant du tout. À la Renaissance, alors, oui, je fais pas les choses chronologiquement, je parle surtout par thème. Donc là, on va retourner sous Catherine de Médicis, et je vais vous parler de sa rivale Diane de Poitiers. Si vous avez vu une certaine série, vous savez combien c'était la guerre entre elles. Donc Diane, par contre, au contraire de l'eau de pigeon, avait une astuce qui nous vient de l'Égypte antique, qu'elle utilisait et qu'on utilise toujours aujourd'hui. Alors, il y a relativement peu de femmes qui l'utilisent, mais on sait que c'est très bon pour la peau. Elle se faisait en fait des bains de lait d'ânesse. Donc le lait d'ânesse a un pouvoir hydratant, ça va aussi sublimer la peau. Et elle se mettait dans des bains comme ça. Ou encore, et ça, il faut prévoir à l'avance, hein, si tu veux prendre un bain, elle a
Elle le faisait aussi parce que ça se faisait dans certains pays nordiques. Elle prenait des bains à l'eau de pluie froide. Vous vous rendez compte combien de temps ça prend pour se faire une baignoire? Mais ça se faisait. Donc, à la Renaissance, on prenait des bains. Rappelez-vous de ça, puisque vous verrez dans des prochains épisodes que ça n'a pas toujours été le cas après. Mais voilà, les bains on en prend, et c'est très bien, on se parfume, on se maquille. À l'époque, voilà, il y a vraiment une coupure avec le Moyen-Âge, et avec ce qui se passera aussi un petit peu après. Maintenant, je vais vous parler de l'apparence physique. Je vous ferai un autre épisode sur la mode si vous le désirez, mais je vais vous parler des canons de beauté. On a tous vu des peintures italiennes ou françaises avec des femmes bien en chair, et c'était ça qui était reconnu comme la beauté. C'est très intéressant parce que quand on voit il y a quelques années, c'était une femme mince qui était belle. Maintenant, c'est une femme mince avec des gros seins, le truc pas possible, limite naturellement, mais c'est très marrant parce que la Renaissance, plus tu avais de forme, plus tu étais considérée comme belle. Pourquoi il y a notamment une explication qui a perduré pendant les siècles, et certains scientifiques pensent que l'homme masculin a toujours ce petit réflexe. Pourquoi regarde-t-il les fesses? Parce que les fesses sont proches des hanches. Et donc, à la Renaissance, il parlait aussi déjà beaucoup de l'importance des hanches pour enfanter. Il partait du principe en fait que quelqu'un qui avait des hanches risquait de moins mourir pendant les accouchements, et donc de donner plus d'héritiers, tout simplement. Et en général, quelqu'un qui a des hanches a des formes. Normalement, dans le type de morphologie, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que la beauté de la femme pulpeuse, etc., était très vénérée. J'aurais été vénérée. Parce que voilà, il y avait cette demande d'enfantement qui était très présente et qui a perduré encore longtemps et qui perdure aujourd'hui, puisque certains scientifiques pensent que voilà, le réflexe de regarder les fesses, il vient de là. Un homme regarde vos fesses, il voit vos hanches, il se dit tiens, elle peut faire des enfants. Il y avait aussi une question de fertilité. Il pensait à l'époque que plus il y avait de hanches, plus la personne était fertile. On sait que c'est n'importe quoi, mais à l'époque c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'énormément de tableaux peignent des femmes voilà, avec du ventre, avec une poitrine généreuse, des hanches généreuses, des fesses généreuses. C'était vraiment... oui, les canons de l'époque. En ce qui concerne les poils, etc., j'en parlerai plus dans la Renaissance italienne, parce que voilà, bien sûr il y avait des influences, mais c'est vraiment là-bas qu'il y a eu des grosses évolutions. Donc je clôt maintenant ce premier épisode. J'ai pas voulu vous... En fait, mon but n'est pas de faire des vidéos qui durent des heures. J'aurais pu rajouter d'autres recettes, j'aurais pu rajouter plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Dites-moi si vous êtes intéressé plus par cette période que d'autres. Si vous pouvez aussi partager des recettes que vous connaissez de la Renaissance. J'en ai mis quelques-unes, mais il y en a encore tellement d'autres que je ne me ferai pas du tout. Oui, au cas où ces recettes ne sont pas à reproduire. Heureusement, nous pouvons remercier Sephora d'exister. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quelle heure vous me regardez, et à plus tard.